Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les réseaux à convolution ou CNN, Convolutional Neural Network, ou bien encore ConvNet. Ces termes désignent la même chose. Ces derniers sont des réseaux de neurones très utilisés dans l'industrie et la recherche, notamment quand on a des données comme des images. La dernière fois, on s'était laissé avec l'apprentissage supervisé et les réseaux de neurones, et plus particulièrement un réseau fully connected. L'apprentissage supervisé, rapidement, c'était donc tout simplement, nous avons des données et elles sont étiquetées ou labellisées, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à une catégorie et le but du réseau de neurones, c'est de prendre ces données et d'essayer de prédire les catégories dans lesquelles elles appartiennent. Des fois, cette catégorie elle peut être continue, donc on fait de la régression, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on va prédire une valeur qui est continue, une valeur qui est dans un intervalle donné, donc il y a une infinité de valeurs possibles. Voilà pourquoi on appelle ça de l'apprentissage supervisé, tout simplement parce que nos données sont labellisées, donc on sait ce qu'on doit obtenir comme résultat à la fin. Et ce qu'on avait vu, c'était le tout premier réseau de neurones, ou le tout premier type de réseau de neurones, qui est un réseau de neurones qui utilise plein de perceptrons. Le problème, c'est qu'il y a des limitations, et une des limitations, c'est quand on a des données comme des images. Donc pour cela, on va faire un petit exemple. Alors, je vous rappelle aussi que les codes sont tous disponibles dans la description. Si vous voulez essayer de les recoder vous-même, il n'y a pas de souci, mais ne vous prenez pas trop la tête avec ça, parce qu'ils sont disponibles. Alors là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va faire un réseau de neurones, donc comme on a vu, un Fully Connected Neural Network, avec PyTorch. On va pas refaire from scratch à chaque fois parce que c'est pas très utile. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va classer des images du dataset qui s'appelle le dataset MNIST. Le dataset MNIST, on va dire que c'est un peu le Hello World du deep learning et de l'AI, tout simplement parce que c'est un jeu de données qui est très connu. En fait, c'est le premier jeu de données qui a été utilisé par Yann LeCun, qui est un chercheur que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a créé les réseaux à convolution qu'on va voir plus tard. Enfin, c'est un des créateurs, un des auteurs à l'origine des réseaux à convolution, et ils ont utilisé notamment ce dataset MNIST. Le dataset MNIST, c'est très simple, on le verra après en image, c'est juste un jeu de données où vous avez des images qui reprennent des chiffres. Les chiffres sont donc des chiffres entre 0 et 9, qui sont dans des petites images, des images de 28 par 28 il me semble, et ces images en fait sont des images de chiffres, les chiffres sont blancs sur un fond noir, et évidemment il y a des labels, c'est-à-dire que chaque image a une étiquette qui indique qu'est-ce que c'est comme image, quelle est la classe de cette image. Alors, pour pouvoir faire un Fully Connected Neural Network, on va utiliser Torch évidemment, et on va avoir besoin d'utiliser Matplotlib aussi, ça sera pour afficher nos images, et on va utiliser aussi Data Loader et Transforms. Data Loader, c'est pour pouvoir charger notre jeu de données, comment on fait pour récupérer nos images avec de MNIST, et Transforms, je vais pas trop en parler tout de suite, on reverra ça plus tard. Donc on exécute ce bout de code, je le fais pas parce que j'ai déjà tous les trucs. Donc là ce qu'on a ici, c'est tous nos hyperparamètres, donc rappelez-vous, c'est les paramètres qui contrôlent l'apprentissage de notre réseau de neurones. J'ai mis un batch size de 64, un batch size c'est combien d'images on va envoyer à chaque fois dans le réseau de neurones. Ce qu'on avait surtout fait nous, c'est qu'on envoyait qu'une seule donnée à chaque fois dans le réseau de neurones. Là on va en envoyer plusieurs à la fois, on va en envoyer 64 pour être précis, et au bout de ces 64, le réseau de neurones va faire du coup sa backpropagation. L'intérêt d'envoyer plusieurs données à la fois, c'est pour permettre en fait un meilleur apprentissage. Pourquoi? Parce que si on envoie que chaque image les unes par une, il risque en fait de trop surapprendre en fait sur chaque image indépendamment et ne pas réussir à bien se généraliser. Alors que si on lui envoie plein d'images, il va être un peu plus nuancé, on va dire, notre réseau de neurones. Ensuite le learning rate, donc vous vous rappelez, c'est le pas en fait de notre descente de gradient. Et les epochs, c'est combien de fois on va montrer notre ensemble de jeux de données. Donc ça veut dire quoi? Batch size et epoch, ça veut dire que on va envoyer 64 images à chaque fois dans notre réseau de neurones d'un seul coup, donc il va devoir faire 64 prédictions. On va faire la comparaison des 64 prédictions avec les 64 vrais labels, et on va passer au batch suivant, donc on va présenter 64 images suivantes, jusqu'à ce qu'on ait présenté toutes nos images, et on va refaire ça jusqu'à arriver à le faire 5 fois. Ensuite, on a Transform, donc ça c'est à partir de Transforms, donc ça va être pour modifier un peu nos images pour qu'elles soient plus appropriées pour le réseau de neurones, pour c'est juste un traitement en fait, de sorte à ce que le réseau de neurones, ça facilite l'apprentissage du réseau de neurones. Ça, comme j'ai dit, on en reviendra un petit peu plus tard, parce qu'en fait c'est une technique pour améliorer l'apprentissage des réseaux de neurones. Alors ensuite on aura besoin de télécharger nos jeux de données, donc MNIST, donc pour cela on fait torchvision.datasets MNIST. Ça va télécharger un dossier depuis là où on est qui s'appelle data, et ça va mettre le dataset MNIST. Voilà, ensuite là on va les stocker ces datasets, donc en fait on va récupérer nos images et on va les charger en mémoire grâce à Data Loader. Vous aurez peut-être des petits problèmes, par exemple URL Open Error, ça c'est normal,
je sais pas ce qu'ils foutent, mais vous inquiétez pas, vous aurez bien les images à la fin. Alors ensuite on fait une petite fonction qui nous servira juste à afficher en fait une image. Donc c'est une fonction qui nous servira pour plus tard. Donc on récupère une image, donc les images ce sera donné notamment en fait grâce au data loader ici, donc grâce à train loader et test loader, et en les convertira en tableau de NumPy, ok, pour que ce soit plus facile. À la base en fait c'est un objet tensor, et un tensor, on l'avait vu un peu rapidement en PyTorch, c'est un objet en fait qui est un tableau à n dimensions. Ok, donc un tableau à 2 dimensions, bah, c'est les tableaux on va dire classiques. 3 dimensions, c'est donc un tableau avec une dimension en plus, et c'est généralement en fait comme ça qu'on va stocker une image, parce que vous avez en fait les pixels, ok, donc un pixel c'est pas bien compliqué, vous pouvez visualiser que vous avez donc un tableau à 2 dimensions, sauf que chaque pixel a 3 canaux de couleurs, rouge, vert, bleu, il peut avoir aussi le canal alpha, il faut en fait plusieurs tableaux, et en fait vous pouvez réunir ces tableaux en un seul tableau à 3 dimensions. Donc ensuite on va faire un petit réseau de neurones qui sera donc un fully connected neural network. Donc ce qu'on va faire c'est que on va avoir plusieurs couches, donc ça va être notre première couche en fait qui va être reliée en fait à notre image. Donc on va prendre en entrée 28 par 28 données. Pourquoi? Parce qu'en fait ce sont des images de 28 pixels par 28 pixels. Un pixel sera donc une donnée. Ici ce sont des images grises, ok, donc en fait c'est juste vraiment un tableau à 2 dimensions qu'on va recevoir. Et ce que ça va nous sortir, c'est que ça va nous sortir 128 neurones. Donc ensuite à partir de ces 128 neurones, on va les faire passer dans un autre fully connected, dans une autre couche qui contient, qui va recevoir 128 neurones et qui va nous en sortir 64. Et après on va prendre 64 neurones et on va les faire sortir dans 10 neurones différents qui seront en fait nos prédictions, d'accord? Donc ça veut dire que celui-là il va nous sortir une valeur pour chacun des 10 chiffres. Et la valeur qui sera la plus élevée, ce sera donc celle qui indique le chiffre. Ok, donc ensuite on fait le forward, donc ça c'est juste pour pouvoir créer notre réseau neurone, donc on va dire pour empiler toutes nos couches, et c'est bon. Donc ça ensuite on peut l'exécuter, on peut ensuite l'instancier. Là on va utiliser une fonction qui s'appelle la fonction cross entropy loss, qu'on reverra aussi un peu plus tard. Et là, l'optimizer, donc comment faire notre descente de gradient, ce sera un truc un peu plus poussé. Ce sera donc avec Adam, qui est tout simplement pour faire une descente de gradient beaucoup plus optimisée. Et ensuite notre training loop, qui nous servira donc à faire l'apprentissage de notre réseau de neurones. Donc alors, si on exécute, on peut aussi voir la loss, donc l'erreur en fait de notre réseau de neurones, et on peut voir que ça diminue bien au fur et à mesure. On passe de 0,7 à 0,1, donc c'est quand même très intéressant. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder ensuite l'accuracy, donc c'est-à-dire est-ce que notre réseau de neurones arrive à bien faire la prédiction. C'est-à-dire si on lui donne un chiffre, est-ce que il nous prédit bien que c'est un 1 ou un 2 ou un 3 selon l'image et le label associé. Donc pour ça c'est pas trop compliqué, en fait ce qu'on fait c'est que on prend des données, en fait on fait une prédiction pour chacune des images et ensuite on regarde si c'est bien ou pas. Et si c'est bien, du coup on augmente un score. Et ensuite on divise ce score par le nombre d'images et on multiplie par 100 pour avoir ce qu'on appelle une accuracy, donc c'est-à-dire la précision de notre modèle. Donc sur 100 images, combien d'images ont été bien prédites. Donc si l'accuracy de 1 ou de 100 si c'est en pourcentage, donc 100%, 100 sur 100, ça veut dire que il a réussi à bien prédire toutes les images. Si l'accuracy est de 50%, ça veut dire que 50 images sur 100 sont bien prédites, les autres ne le sont pas. Donc si on affiche ça, on peut voir que en tuning accuracy, donc c'est-à-dire les images qu'il a reçues, on est à 97%, donc c'est-à-dire qu'il a réussi à bien prédire quasiment toutes les images qu'il a vues lors de l'entraînement, donc c'est-à-dire les images qui ont été utilisées pour ajuster les paramètres, les poids. Et test accuracy, ça veut dire donc des nouvelles images qu'il n'a pas vues pendant l'entraînement, c'est 96,71%. Donc c'est-à-dire que quasiment toutes les images aussi nouvelles, il a réussi à bien les prédire. Ensuite j'ai fait quelques petites fonctions et un petit code pour juste afficher en fait des images pour que vous voyez un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le faire, et les labels. Donc les labels, c'est-à-dire vraiment le label, c'est-à-dire quelle est l'étiquette associée à l'image. Donc là c'est un 1, vous voyez, donc on ne voit pas forcément super bien, mais au moins ça vous donne une idée. C'est une image de 28 par 28, donc c'est pour ça. Et donc là, j'ai décidé aussi de vous montrer un aperçu en fait donc de plusieurs images, et chacune de ces images, quelle est la prédiction faite par le réseau de neurones. Donc là nous avons un 2, et il nous prédit 2, c'est bien, 7, pareil, 7, 2, 3, 3, 6. Vous voyez qu'en général il est très très bon. Je sais pas si on va avoir un exemple où il a mal prédit, là j'ai pas l'impression.
Alors vous voyez, pourtant c'est pas non plus simple que ça, le 2, bon ok on se dit c'est un 2, mais c'est un peu compliqué à voir. Ah, là ça devrait être un 4, on peut voir que c'est un 4, il nous a prédit un 5. Là il nous a prédit un 2, là 0, donc ça c'est bon. Là c'est un 2, moi j'aurais dit un 7, mais c'est vrai que j'aurais dû afficher le label 1, 1. Ok, bon après le reste est plutôt bon, donc là j'ai affiché un batch entier, donc j'ai affiché 60 images, 64 images. Ok, donc ça c'était pour un premier exemple de dataset en fait. Donc on voit que là pour le coup un réseau à convolution de base arrive à pas un réseau à convolution, pardon, un fully connected neural network arrive à plutôt bien fonctionner. Donc ça c'est plutôt bon signe, mais est-ce que ça fonctionne bien sur d'autres jeux de données? On va tester avec un autre jeu de données qui s'appelle le jeu de données CIFAR 10, qui est un jeu de données en fait avec plein d'images assez variées, et il y a 10 classes. Et là on va voir que c'est un peu plus de mal. Donc pareil, on va télécharger des données, on va avoir besoin d'à peu près des mêmes librairies. Je les ai remises ici pour que ce soit un peu plus clair, notamment si vous exécutez que la partie, que cette partie-là, au moins vous avez juste à exécuter à partir de ce code ici. Ok, donc là pareil, on récupère nos images, donc on les télécharge d'abord. Si elles sont déjà téléchargées, comme c'est le cas ici, il vous dira que files are already downloaded and verified. Donc ça veut dire que c'est déjà téléchargé, et il ne va pas les retélécharger. Et pareil, là on va charger nos images qui seront passées par un transform, donc c'est-à-dire qu'elles ont été un peu modifiées. Rapidement, si vous voulez juste voir, donc elles ont été mises sous forme d'objet tensor et elles ont été normalisées. Donc normaliser, c'est tout simplement en fait mettre les images, enfin les valeurs des pixels dans un certain intervalle. Ça permet en fait que les valeurs soient contenues du coup dans un intervalle, et ça permet à un réseau de neurones de mieux apprendre. Alors ensuite on va afficher aussi quelques images grâce à cette fonction. Là j'ai mis aussi les noms des classes ou des labels. Donc les classes en fait c'est vraiment la catégorie, et le label c'est quelle est l'étiquette associée à une image. Donc là vous voyez qu'on a, on a 10 classes, et si on affiche ensuite ces images, donc c'est des images aussi qui sont assez pixelisées parce que c'est pas des grosses images en fait, je pense que vous l'avez vu, plus les images sont grandes, donc c'est à dire plus elles ont beaucoup de pixels, plus ça veut dire qu'on a beaucoup de paramètres en fait, tout simplement parce qu'un perceptron vaut un pixel, enfin il reçoit un seul pixel. Donc si on a 3000 ou 5000 pixels, ça fait tout de suite beaucoup. Et encore, c'est pas si énorme que ça, parce que ça fait pas une grosse image. Mais si on a une image de 1080 par 1080, vous voyez que là, on est sur plusieurs centaines de milliers de perceptrons. Donc ça, c'était un des exemples d'images, enfin de batch d'images en fait qu'il y a. Et là, on voit qu'on a plein de classes différentes, ce qui fait que c'est peut-être un peu plus difficile, parce que même les images sont beaucoup plus variées. On n'est pas juste sur des images qui empruntent des mêmes figures sur le même fond, un fond noir. Et là, on va voir si ça fonctionne mieux ou pas. Ici, nous avons des images aussi en couleur, donc ça veut dire qu'il faudra faire attention. On aura des images de 32 par 32, mais qui ont 3 canaux de couleur, donc ça veut dire qu'on aura en entrée un tableau de 32 x 32 x 3. Et ensuite, on aura une couche cachée et une autre couche qui va nous sortir les 10 classes à nouveau. Donc à peu près le même principe, on a 10 classes à prédire. Ensuite, là, j'avais pas trop expliqué la fois présente, ça c'est juste pour flatten l'image, c'est-à-dire aplatir l'image, c'est-à-dire mettre l'image dans un seul tableau, ok. Là on avait des tableaux à plusieurs dimensions, donc par exemple MNIST c'était 2 dimensions, là c'est 3 dimensions. Nous ce qu'on veut c'est tout mettre dans un seul tableau, parce que rappelez-vous, un fully connected neural network c'est vraiment juste, on a un vecteur et on fait ensuite notre produit matriciel avec la première couche entre les poids et la donnée en entrée, et c'était juste un vecteur, donc nous on veut juste ça ici. Et ce processus-là où on a un tableau de certaines dimensions et on fout toutes les images dans un seul vecteur, s'appelle flatten. Donc ça veut dire en fait qu'on prend toutes nos données, ok, et on va toutes les mettre les unes après les autres dans un tableau ou dans un vecteur. Voilà, et donc après on construit nos couches comme auparavant. On va reprendre les mêmes fonctions coûts et les mêmes gradients. Et là on va faire un petit entraînement avec 5 epochs et on va tester l'accuracy. Donc là on peut voir déjà que la loss elle est un peu plus élevée que les autres, que par rapport au MNIST. Et si on teste ensuite l'accuracy, donc là j'ai juste mis sur le jeu de données test, pas de training, puisqu'en vrai c'est pas super intéressant parce que le jeu de données il l'a déjà vu. Et là on voit qu'on est déjà tombé sur une accuracy de 53,25%. Ça veut dire que un peu moins de la moitié des images ont mal été prédites par le réseau de neurones. La solution sera donc d'utiliser des réseaux à convolution. Alors un réseau à convolution, c'est un autre type de réseau de neurones qui va se reposer sur le principe de la convolution, où le principe de la convolution sera beaucoup plus utile en fait pour les images, parce que ça va nous permettre d'identifier en fait des patterns qui se trouvent dans les images, et donc de réussir à mieux comprendre qu'est-ce qui nous permet en fait d'identifier à quel label appartient une image. Et aussi rapidement, pourquoi les fully connected neural networks ont du mal à faire de la classification d'images, ou
à bien fonctionner sur des images? Tout simplement parce que déjà, si on a des images de très grosse qualité, ça veut dire qu'il nous faudra des millions de perceptrons en fait pour pouvoir analyser une image. Le problème, c'est que on va analyser pixel par pixel, ce qui fait que ça peut être très compliqué de faire une analyse là-dessus. Il y a beaucoup de pixels aussi qui ne sont pas intéressants, dans le sens où ça ne nous aide pas pour classer ou classifier une image. En plus de ça, comme vous l'avez vu, on est obligé de flatten une image, c'est-à-dire qu'on est obligé de mettre tout dans un seul vecteur ou un tableau à une dimension pour pouvoir bien fonctionner avec le principe du Fully Connected Neural Network. Et ça, le problème, c'est que du coup, on perd en fait la structure de base de l'image. Donc en fait, on casse en quelque sorte l'image, ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué de retrouver des patterns. Et de plus, c'est lié en fait au premier point, c'est que les réseaux de neurones fully connected, le problème c'est que ils ne font pas une analyse on va dire un peu plus globale, dans le sens où ils vont pas analyser des parties de l'image pour essayer de trouver des patterns ou d'autres informations qui pourraient être utiles. Ce qu'ils font, c'est que toute l'image est cassée, en quelque sorte, et en plus de ça, ils vont regarder juste pixel par pixel, ils vont analyser ça pixel par pixel. C'est pourquoi donc il nous faut passer par autre chose, et c'est les réseaux à convolution qu'on va voir. Ok, alors voyons maintenant l'explication pour les réseaux à convolution. Réseau à convolution, de base, c'est tout simplement... Alors attendez, j'ai la gomme là, c'est pas génial. Hop, c'est tout simplement... Nous allons prendre une image, ok, et on va effectuer une convolution. Une convolution, c'est quoi? C'est tout simplement, on a un kernel, alors en général de taille n, avec n qui est un nombre impair, donc par exemple 3, 5, tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on va voir notre image, ok, avec donc donc ce sera tout simplement une image stockée dans un tableau. Et si on a plusieurs couleurs, on va faire un tableau par canaux RGB. Donc un tableau pour les rouges, un tableau pour vert et pour bleu, etc. Alors mon tableau, il faudrait que je le fasse un peu plus grand, mais vous voyez l'idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des valeurs 4, 2, 1, 5, 3, 4, 1, 6, 9. Je mets des valeurs un peu au hasard. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ce filtre. Appliquer ce filtre, ça veut dire quoi? C'est qu'on a nos premières valeurs qui sont ici, d'accord? On va le superposer. Et ce qu'on va faire, alors je vais leur donner des valeurs, en fait je vais mettre 1, 2, 4, 0, 1, 6, 7, 8 et 9. Alors là, on va superposer notre filtre, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le résultat, qui sera le résultat de ce qu'on appelle une convolution, dans un autre tableau. Et ce qu'on va faire, c'est que on met le filtre tout ici, ok? Donc, on le met comme ceci, et on imagine c'est superposé, ok? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le premier chiffre, et on va le multiplier avec le chiffre qui est collé dessus. C'est-à-dire que ça va être 1 fois 4, et on va additionner le résultat avec les autres. Donc ensuite, on va avoir 2 fois 2, ok. Ensuite, on va avoir 1 fois 4. Alors, les fois, des fois, je mets juste des points, comme ceci, etc. Et donc, ça, c'est une somme. Et ce résultat sera stocké dans ce tableau ici, cette valeur X, on va l'appeler. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va décaler, par exemple, de 1 le filtre. Ok, donc on va se mettre ici. Voilà, donc là, j'ai oublié de mettre ma colonne, enfin les valeurs ici. Mais vous imaginez que, voilà, il y a une valeur. Et là, imaginez, vous avez aussi d'autres valeurs. Bon, je sais pas, 5, 1, 6, 4, 3... 2, et là vous allez faire le même principe. Vous allez avoir votre fil qui va être superposé sur ces valeurs là, ok, comme ceci, et vous allez appliquer le fil. Donc vous allez faire par exemple 2 fois 4, plus 4 fois 2, plus 7 fois 1, etc. Et ce résultat vous allez le mettre là. Vous allez encore vous décaler ensuite jusqu'à ce que le filtre en fait arrive, soit collé en fait à un bord, donc le bord droit, et là ce sera la fin, ce sera donc la dernière case ici, la dernière valeur. Et ensuite, on va se décaler de 1, mais en dessous, et on va repartir à gauche. Et là, on va refaire notre filtre, et cette fois-ci, c'est on l'a coller là. Voilà. Donc ça, c'est ça, le principe d'une convolution. Et ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ce principe, et on va faire un gros réseau de neurones avec. Donc attendez, je vais zoomer un petit peu. On a toujours notre idée de, on a une image, ok. Ensuite, on va avoir une première couche à convolution, qui sera tout simplement un ensemble de kernel, donc un ensemble de filtres. Et les valeurs de ces filtres, j'en ai pas trop parlé, mais c'est tout simplement en fait nos poids. C'est ce que le réseau de neurones va essayer d'améliorer pour pouvoir bien prédire comme il faut. La prédiction, je vais vous en parler juste après. Vous imaginez, vous avez un filtre qui va vous donner donc un nouveau tableau, d'accord, à partir de l'image. Si
si l'image a plusieurs canaux, par exemple c'est une image en couleur, donc il y a trois tableaux. Bon, ils sont pas très bien dessinés mes tableaux, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ce filtre sur chacun des tableaux et on va additionner en fait les valeurs. C'est-à-dire que là, vous voyez, on va avoir notre première convolution avec le premier filtre ici qui sera fait sur cette partie-là. Ensuite sur cette partie du deuxième tableau et ensuite sur la partie du troisième tableau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner ces trois valeurs qui nous ont été données par le résultat de la convolution. Et on va les stocker ensuite ici dans notre tableau. Et on va faire un autre tableau pour le deuxième filtre, et ensuite un troisième tableau pour le troisième filtre, etc. Ensuite, ce qu'on aime bien faire, c'est qu'on aime bien faire un pooling. C'est-à-dire qu'on a ces tableaux-là et on va réduire leur taille. Un pooling, c'est quoi? C'est que vous avez vous prenez un des tableaux qui est ici, d'accord? Hop. Et ce que vous allez faire, c'est que, hop, donc on imagine c'est comme ça, voilà. Et il fait, je sais pas, cette taille-là, par exemple. Et hop, comme ceci. Comme ceci, voilà. On va se mettre dans une des sous-matrices du tableau, donc par exemple ici, de taille 2x2, et on va prendre la valeur maximum, et on va la mettre, cette valeur qu'on va appeler, je sais pas, Y, on va la mettre dans un nouveau tableau, ici. On va se décaler de 2 pour aller dans cette sous-matrice ici, par exemple, hop, et on va mettre la plus grande valeur, ici, Z'. Ça, c'est ce qu'on s'appelle un max pooling, c'est-à-dire qu'on prend dans la sous-matrice la plus grande valeur parmi les 4. Et on stocke juste ce résultat-là dans une nouvelle matrice, et on fait ça jusqu'à arriver à un bord, où à chaque fois qu'on se décale, on met dans une nouvelle case dans la ligne, enfin on met dans une nouvelle colonne de la même ligne, et ensuite on va passer en dessous, on va se mettre ici, voilà, et on va regarder les valeurs qui se trouvent ici, et on va passer en dessous, comme un peu le même principe, et là on va mettre la valeur, je sais pas, par exemple Z secondes, on va l'appeler, et ce sera donc la valeur parmi les 4 valeurs ici. Si c'était un max pooling de 3x3, ça veut dire qu'on aurait regardé dans la sous-matrice 3x3 et à chaque fois on se décalait. Et ça permet de réduire la taille en fait de nos images ou de nos tableaux pour avoir en fait moins de données et pour aussi capturer les valeurs qui sont un peu plus importantes en fait, parce qu'en fait cette convolution, ce que ça fait, c'est que ça regarde en fait dans des parties de l'image et ça essaie de trouver des patterns. Le problème, c'est qu'on n'a pas besoin de tous les patterns possibles qui existent dans une image. On veut capturer ceux qui sont les plus importants et par exemple en fait ceux qui ont les valeurs les plus grandes sont en fait des valeurs qui sont intéressantes. Et une fois qu'on a fait ce pooling, donc je vais aller là, on va passer par exemple dans un réseau à convolution, un deuxième, puis ensuite on va faire un pooling et ensuite un troisième, etc. Et après à la fin on va passer dans des couches fully connected. Donc oui, les réseaux fully connected en fait finalement reviennent. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre nos données en fait, ok, donc nos images ou nos tableaux, on va les flatten dans un vecteur où il y aura toutes nos données. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire passer ensuite dans un réseau fully connected. Enfin non, c'est pas vraiment un réseau, mais dans des couches fully connected. Oui, on pourrait dire qu'on a un fully connected neural network dans notre réseau à convolution. Et on peut avoir plusieurs couches, et on peut ensuite, et à la fin, on aura tout simplement en fait un nombre de neurones qui correspond au nombre de classes que l'on veut prédire. Si par exemple on a 4 classes, on fera 4 neurones, chaque neurone nous indiquant la probabilité que ça appartienne à cette classe, à sa classe qu'il représente. Et ce qu'on fait, c'est que on va comparer donc le résultat des prédictions faites par notre réseau de neurones et on va calculer la descente, on va calculer ça avec une fonction coût. Donc par exemple, on va utiliser la cross entropy loss, ou tout simplement fonction cross entropy, qui est une fonction qui en fait va comparer nos valeurs quand elles sont sous forme de probabilité. C'est-à-dire que là, il va nous dire il y a 50% de probabilité que ça appartienne à la classe 1, 20% à la classe 2, etc. Et en fait, on peut pas juste faire une différence comme on avait fait auparavant et élever cette différence au carré pour avoir une idée de l'erreur. Ça, c'est des probabilités. Donc, il nous faut une fonction coût qui permet de vraiment bien nous indiquer la marge d'erreur entre des probabilités. Les probabilités de nos labels, je sais que ça avait dit que c'était juste des nombres. Ce que vous pouvez vous dire, en fait, c'est que si ça appartient à la classe 1, ça veut dire que c'est à 100% de probabilité d'appartenir à la classe 1. Donc on va comparer cette probabilité par rapport à la probabilité qui nous a sorti notre réseau à convolution. Cette fonction cross entropy est très très bonne pour ça, pour pouvoir comparer en fait, nous donner la marge d'erreur avec des probabilités, quand on a des probabilités comme valeur de sortie. Donc on va calculer notre fonction coût et on va faire notre descente de gradient. Donc on va faire notre backpropagation où on va mettre à jour tous nos poids en fait de chaque couche. Donc là c'est un truc beaucoup plus compliqué, mais le principe reste assez similaire, c'est que pour chaque couche, puisqu'à nouveau vous avez vraiment des couches, et les couches ici, en plus des fully connected, c'est des couches en fait de filtres, qui sont tout simplement en fait des tableaux qui contiennent 4 valeurs, par exemple, si c'est des filtres de 2x2. Vous pouvez aussi avoir un biais, c'est-à-dire que
une fois que vous avez fait votre convolution, vous allez ajouter un biais en plus. Donc c'est ça le principe, c'est vous avez une image en entrée qui contient des fois plusieurs tableaux. Vous faites une convolution avec un premier filtre où vous allez stocker le résultat. Si vous avez plusieurs tableaux, ce que vous allez faire, c'est que vous allez stocker le résultat pour chaque case en fait dans un seul et même tableau. Vous allez additionner par exemple les 3 valeurs ici, parce que vous avez 3 tableaux. Vous allez faire ça pour chacun des filtres. Vous allez passer ça dans un pooling. Ensuite, là, vous avez un ensemble d'images. Donc le nombre d'images ici est égal au nombre de filtres qu'il y a eu. Donc là, par exemple, il y aura 3 images. Vous allez avoir ensuite un filtre, un ensemble de filtres. Donc le premier filtre, il va faire une convolution sur lui. Ensuite, il va additionner le résultat avec lui et avec lui, où les 3 tableaux résultants vont être additionnés. Donc ils vont être juste superposés en quelque sorte. C'est-à-dire que la première valeur du premier tableau sera additionnée avec la première valeur du deuxième tableau et du troisième tableau. La deuxième valeur, ou la deuxième case, sera additionnée avec la deuxième case du deuxième tableau et du troisième tableau, etc. Un pooling, et on répète le processus jusqu'à arriver à une ou plusieurs couches fully connected qui vont ensuite nous sortir la probabilité. Et comme j'ai dit, backpropagation, on calcule la fonction coût, backpropagation, et on met à jour nos points. Alors voyons un petit exemple de réseau à convolution avec PyTorch, et on va reprendre nos datasets MNIST et CIFAR. Alors ce que l'on va avoir, c'est que on va créer un réseau à convolution comme ceci, assez similaire comme on avait vu avec l'exemple des fully connected. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une couche avec conv2D. Alors conv2D, c'est tout simplement pour créer un ensemble de filtres. Ça va prendre un canal en entrée, donc c'est-à-dire juste un tableau en fait, un seul tableau, et ça va se nous sortir 32 tableaux, ce qui veut dire qu'on aura 32 filtres. Avec un kernel de taille 3, en général on a bien des kernels de taille de nombre impair, et on a un stride, donc c'est-à-dire qu'on va juste se décaler de une colonne à chaque fois ou de une ligne, et on a un padding. Un padding de 1, ça veut dire qu'on va rajouter au-dessus de notre tableau une ligne, et pareil en dessous on va rajouter une autre ligne, et sur chaque côté on va rajouter une colonne. L'intérêt de mettre un padding, c'est que ça ne peut nous aider à capturer plus d'informations sur les coins, et ça nous permet aussi, si on veut, de garder en fait une taille d'image à chaque application, à chaque passage dans un pooling et dans un filtre, dans une couche de convolution. Ça peut être utile aussi. C'est juste ça un padding. Et un padding en général, quand vous rajoutez vos valeurs, donc là ça veut dire que je rajoute une ligne en haut, une ligne en dessous, une colonne à gauche, une colonne à droite, donc tout à gauche et tout à droite, ça veut dire que je mets juste des zéros. Voilà. Je crée une autre couche à convolution qui cette fois-ci va prendre 32 canaux en entrée, tout simplement parce que j'aurais obtenu 32 valeurs. Okay, et je vais avoir 64 filtres qui seront exécutés dessus. Ensuite le pooling, qui est un max pool. Vous avez aussi le min pool, c'est-à-dire que dans votre sous-matrice, vous allez faire la moyenne des valeurs. Là, ce sera un kernel, donc comme l'exemple, ça veut dire on va regarder dans les matrices de 2 x 2 et on va se décaler de 2 et on n'ajoute pas de padding. Et ensuite on a nos fully connected. Donc là on a le premier en fait qui va récupérer en fait qui va nous servir en fait à prendre en fait notre image, enfin nos données résultantes. On sort 128 neurones, enfin 128 valeurs. Et alors pourquoi 64 x 7 x 7? C'est tout simplement en fait la taille du tableau quand il sera flatten, c'est-à-dire quand on va prendre tous nos tableaux et on va les mettre dans un seul vecteur. Pourquoi 64? Tout simplement parce qu'on va sortir 64 valeurs, ok. Enfin on va sortir plutôt, 64 tableaux qui font chacun de taille 7 x 7. D'accord? Ok, le 64 c'est lié à ça. Le 7 x 7 c'est tout simplement parce que nos images, ça c'est un calcul après qui peut être fait, on a des images en entrée de 28 par 28 qui vont passer ici, ok. Donc avec ce stride et ce padding, ça va nous donner une certaine valeur en fait de taille de tableau. Ce pooling sera exécuté, donc il va réduire de 2 la taille de nos tableaux. Et ensuite on aura à nouveau cette convolution là et un pooling qui va encore réduire la taille du tableau, qui va nous amener à une taille en fait de tableau chacune de 7 par 7. Et ensuite on récupère ces 128 valeurs dans une deuxième couche fully connected et qui nous sort 10 valeurs qui seront les 10 classes en fait de MNIST, les 10 chiffres. Voilà, ensuite pour pouvoir faire notre convolution, on va tout simplement faire comme ceci, donc c'est-à-dire qu'on va faire self.pool entre parenthèses self.relu self.conv1. Ah oui, je suis désolé, j'ai oublié de vous le mettre dans l'exemple, mais à chaque fois qu'on a fini nos convolutions et notre pooling, non, avant de faire notre pooling, pardon, donc après avoir fait la convolution, donc après avoir être passé dans notre couche à convolution, on applique une fonction d'activation comme en relu qui nous permet de casser la linéarité
comme on avait vu avec les Fully Connected Neural Networks, pour empêcher tout simplement la linéarité, comme je l'avais expliqué, parce que en fait on n'a pas souvent des problèmes en fait où c'est juste linéaire, et c'est linéaire tout simplement parce qu'on fait une somme en fait de produits entre une variable et un nombre. Une variable, c'est tout simplement nos points. Ensuite, on fait un flatten, c'est-à-dire qu'on va transformer nos tableaux et on va tous les foutre dans un seul vecteur. C'est pour ça qu'on appelle ça flatten, on aplatit, comme on dit. Et donc, ce sera un tableau qui fera une certaine taille. Donc, le nombre ici, on le sait pas, c'est tout simplement, ça dépendra en fait de la taille du batch, donc du nombre de données qu'on va donner. Mais ce qu'on veut, c'est que on veut que ça soit pour chaque image juste dans une seule dimension, ok. Ça veut dire que on aura toutes les valeurs qui seront mises dans une seule colonne, dans un seul vecteur. Et ensuite on applique nos deux couches dessus et on renvoie x. Voilà, donc ensuite on a ceci. Donc là je retélécharge en fait nos données et je normalise les valeurs des pixels qui seront dans l'intervalle -1, 1. Et ça va nous permettre en fait que toutes les valeurs soient centrées toutes dans le même intervalle, qui est un petit intervalle, qui permet au réseau de neurones de mieux apprendre en fait grâce à ça. Parce que s'il a plein de valeurs qui sont assez grandes, il a beaucoup plus de mal à apprendre. Ok, donc ensuite on peut faire un petit affichage. Voilà, donc là ça va nous afficher les images avec le label. Et ensuite on va faire un petit entraînement. Donc on va prendre l'Across Entropy Optima Adam, qui est notre optimizer, donc comment notre descente de gradient sera faite. Et ensuite on va entraîner avec 5 epochs à nouveau, et ensuite on va regarder l'accuracy. Donc d'abord on va, vous voyez, il y a tout ça qui sera exécuté puisque je retélécharge les trucs, mais bref. Et test accuracy, là on passe maintenant à une accuracy de 99,24%. Donc on est au-dessus des 97. Là je sais pas où je suis. Attendez, faut qu'on remonte un petit peu. Là on était à 96, là on est à 99 sans avoir fait un gros truc. Alors ensuite on va afficher quelques petites prédictions et on va comparer avec les labels. Donc on va prédire le label et à chaque fois on va mettre le vrai label, et on peut voir qu'à chaque fois c'est bien prédit. Maintenant on va tester avec CIFAR, donc on aura à peu près le même réseau à convolution. Il y a des trucs qui vont changer évidemment parce que la taille des images ne sont pas les mêmes, pas tout à fait. Et on retélécharge les images si besoin, hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher nos images. Faut penser à les dénormaliser parce qu'en fait, on a changé leur valeur. Donc en fait, ce serait juste des valeurs, des pixels entre -1 et 1 et ce serait pas génial. Enfin, ça n'afficherait pas un truc intéressant. Donc on va afficher nos images. Alors c'est un peu compliqué à les voir parce que c'est des images d'objets ou d'animaux, sauf qu'elles sont toutes petites. Mais vous voyez que là, on a des grenouilles et des avions, par exemple, et des bateaux. Et ensuite, on va faire le même principe. Ok, on va instantier notre réseau de neurones. On va prendre les mêmes fonctions coûts et les mêmes optimizers, donc pour notre descente de gradient. Et on va entraîner notre réseau de neurones, et là on va ensuite regarder l'accuracy. Donc là on a une accuracy de 70%. Évidemment ça peut être amélioré. On peut mettre par exemple plus de couches. Là plus on mettra de couches, plus ça permettra en fait de capter beaucoup plus de patterns, donc pour pouvoir faire une meilleure accuracy par exemple. On peut mettre aussi plus de convolution, plus de filtres à convolution par couche. Ça peut être aussi intéressant. Mais vous voyez que juste avec un petit test, on passe déjà à 70% d'accuracy, ce qui est déjà très intéressant. Et ensuite, on peut essayer d'afficher les labels et la prédiction. Alors, là où il a l'air d'avoir un peu du mal, bon en vrai, j'allais dire sur une classe en particulier, mais en fait non, puisque là, il nous prédit que c'est un chat, c'est bien un chat. Là, il nous prédit que c'est une biche, alors que c'est une grenouille. Là, il nous prédit que c'est une voiture, alors que c'est un bateau. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne va pas refaire nous-mêmes nos propres réseaux à convolution. On va tout simplement utiliser des réseaux à convolution qui existent déjà. C'est-à-dire qu'on va reprendre l'architecture qui existe déjà. C'est-à-dire qu'on n'aura pas à refaire tout ça. Ce sont des architectures qui ont prouvé leur efficacité. Et même des fois, en fait, on aura déjà ces architectures pré-entraînées. Ok, pré-entraînées, ça veut dire que vous aurez juste à reprendre l'architecture et à modifier les couches de sortie, et aussi peut-être à faire un petit réentraînement dessus pour que ça s'ajuste un petit peu plus à vos données, mais c'est bon. Mais sans partir là-dedans, qui s'appelle du fine-tuning si vous voulez savoir, vous pouvez reprendre en fait des architectures qui existent déjà et qui ont déjà été codées même en PyTorch, qui sont beaucoup plus efficaces en fait, parce que comme j'ai dit, elles ont prouvé leur efficacité. Alors ensuite, je voulais vous parler un peu plus des cas d'utilisation des réseaux à convolution. Donc là, comme on l'avait vu, ça sert notamment pour la classification, mais pas que. Alors c'est surtout utilisé quand vous avez des images en fait en entrée et que vous allez jouer avec ces images dessus. Donc les trois grands cas d'utilisation, c'est la classification, comme on l'a vu, la détection et la segmentation. Alors classification. La classification, c'est classer des images dans différentes catégories. Là, je pense que vous voyez l'idée. Classification, il y en a plein. En fait, il y a la classification binaire. Donc la classification binaire, c'est tout simplement assigner
une image à une classe parmi deux classes. Et c'est soit l'une, soit l'autre. La classification multiclasse, c'est quand vous avez plus que deux classes, comme par exemple CIFAR ou MNIST. La classification multilabel, c'est quand une image peut appartenir à plusieurs classes en même temps. Par exemple, vous avez... En fait, j'ai des exemples, donc je vais vous les montrer directement. Je peux pas vous afficher en grand écran parce que je sais pas pourquoi mon ordinateur, l'enregistrement ne fonctionne pas bien. Donc, classification binaire, c'est par exemple prédire si une image contient un écureuil ou non. Donc la classe c'est écureuil, l'autre c'est non écureuil, par exemple. Ça pourrait être aussi écureuil ou perroquet. Mais là j'ai mis vraiment binaire, c'est-à-dire c'est est-ce qu'on a un écureuil ou non dans l'image. Donc là on aurait un vrai un écureuil, et dans celui-là, parce qu'on a un magnifique perroquet bleu, mais ce n'est pas un écureuil hélas, donc lui serait mis dans la catégorie non écureuil, ou la classe non écureuil. Ensuite une classification multiclasse, c'est ce qu'on avait vu par exemple avec MNIST ou CIFAR, c'était de prédire le chiffre par exemple dans une image. Donc une image est associée à une classe parmi n classes avec n le nombre de classes qui est un nombre supérieur à 2. Tandis que par exemple un exemple multilabel, ce serait vous avez une image avec plusieurs classes, par exemple vous avez oiseaux, mammifères, bois, insectes, feuilles, et là cette image on pourrait la classer dans oiseaux, bois et feuilles parce qu'il y a un oiseau, il y a du bois et il y a des feuilles. Donc voilà, donc en fait ça veut dire qu'il y a plusieurs classes pour une même image. Ensuite la détection. La détection c'est assez similaire à la classification, sauf qu'en fait on va être un peu plus précis, on veut détecter des objets ou des individus au sein de l'image. Alors comment ça fonctionne? C'est tout simplement en fait, imaginez qu'on va juste dire ok à quel endroit se trouve tel objet ou telle entité. Donc par exemple là maintenant on veut prédire on veut détecter des écureuils, et bien on va faire en fait, on va avoir un réseau de neurones qui va nous sortir en fait une box qu'on appelle, qui est tout simplement en fait 4 coordonnées dans l'image qui vont nous indiquer à l'intérieur, il y a telle entité, il y a tel truc qui a été détecté. Et évidemment, on peut associer ça ensuite à une classe, et là, par exemple, ce serait la classe squirrel ou écureuil. Et évidemment, on peut faire plusieurs détections par image, donc c'est-à-dire qu'on pourrait avoir plusieurs en fait box dans l'image. Et chacune des box pourrait être classée pour quelque chose. Là, on aurait un écureuil, par exemple, on aurait une box ensuite en dessous pour détecter un rocher, donc ça nous dirait, ça c'est de la classe rocher. Vous voyez que la détection, c'est assez similaire à la classification, sauf que on va regarder dans quel endroit dans l'image il y a telle classe, en fait, tel objet ou telle entité, donc une classe qui reprend un objet ou une entité, et on peut avoir plusieurs boxes, donc plusieurs boîtes dans la même image. Et ensuite on a la segmentation qui est tout simplement de détourer des images ou des individus au sein de l'image. Alors, ce qu'on a, c'est tout simplement voilà, en fait le résultat, j'avais envie d'expliquer un gros truc mais je pense que ça sert à rien. Donc tout simplement l'idée c'est on détourne un objet ou une entité dans une image, donc ça va beaucoup plus loin que de la détection, parce que la détection ça faisait juste un rectangle ou un carré. Là c'est vraiment détourer vraiment tout autour de l'objet, vraiment regarder tout le contour. Alors ce qu'on a, c'est deux types de segmentation. On a la segmentation sémantique qui est assignée une classe à chaque pixel de l'image, et une segmentation par instance qui est assignée une classe à une entité et détourer cette dernière. Ok, alors on va voir un exemple. Donc là on a, et en même temps on va voir un peu par rapport au lien par rapport aux autres types de ce qu'on a vu, donc détection et classification. Donc on a une image d'un chat. La classification ça nous dirait juste c'est un chat. Ensuite la segmentation sémantique, ça nous détourait en fait les différentes entités qu'il y a. Donc un chat par exemple, premier détourage, donc vous voyez on détourne tout le chat et ensuite on colore le fond, ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite on aurait aussi grass, donc l'herbe ici. Ensuite un autre détourage au fond pour les arbres, et ensuite pour le ciel. Et donc ça c'est une segmentation sémantique, donc vous voyez qu'on détourne vraiment tous les objets et entités qu'il y a dans une image. Tandis que par instance ce serait un peu différent. Donc là vous voyez on a la détection, ce qui veut dire que là c'est des chiens qu'on veut détecter ou d'autres animaux. Donc là on va avoir des box pour chacun des animaux, et à chaque box, on aura une classification aussi qui sera faite, qui nous dira, voilà, en fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette image. Et la segmentation par instance, ce serait juste en détour, en fait, que les entités que on veut, qu'on connaît, en fait, et pas tout le reste. Vous voyez, on n'aurait pas, par exemple, une classe qui détourait tout le fond et qui nous dirait, ça c'est autre, ok. On veut juste, en fait, que les entités que nous on connaît, et c'est tout. Donc c'est une segmentation qui est un peu plus facile que celle qui est la segmentation sémantique, parce que la segmentation sémantique, il faut vraiment tout bien détourer. Et la segmentation par instance, donc vous voyez que là ce serait juste détourer en fait nos 3 animaux ici. Et c'est tout. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu.
Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et je vous rappelle aussi que tous les codes qui ont été montrés dans cette vidéo sont disponibles gratuitement en téléchargement dans la description. Sur ce, moi je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut!